Bon, du coup, bienvenue Adrien. Pour ceux qui nous écoutent, je rappelle du coup que tu as demandé à t'inscrire à un entretien gratuit pour obtenir des conseils personnalisés à ta situation professionnelle. Donc, on va parler un petit peu de liberté financière, on va parler aussi de ton boulot, de tes aspirations, ce que tu recherches un petit peu à travers cet entretien. Donc, le but de l'entretien, poser à plat ta problématique professionnelle, donc les problèmes que tu peux rencontrer aujourd'hui, les décortiquer ensemble. Et ensuite, on va définir une direction à prendre, approcher un petit peu de ta vie idéale et donc de la liberté financière, vu qu'on partage un petit peu cette. Donc, petit disclaimer légal, on va dire. Cette conversation est enregistrée, tu es au courant. Du coup, elle pourra être diffusée sur les supports de communication. Donc, ça peut être YouTube, la liste email, enfin, tous les supports de com des Trois Libertés. Est-ce que ça te convient? En théorie, oui. Ok. Après, si tu fais un montage de YouTube Poop de moi qui dit des bêtises, je sais pas, tu vois, mais oui. Non, promis, ce sera toujours dans le respect de la dignité. Le respect de la dignité. Ok, et du coup, dans un premier temps, moi, je vais te poser une série de questions ouvertes pour un petit peu cerner tes attentes. Et dans un deuxième temps, je vais t'apporter des éléments de réponse qui se basent sur mon expérience perso et mon expertise en entrepreneuriat / finance personnelle. Ok. Voilà, est-ce que tu es prêt? Je pense. C'est bon? Tu penses que tu vas y arriver? Allez. Oui. Ok, donc la première question que je voulais te poser, c'était est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ainsi que ton parcours professionnel? Alors, quelques mots. Merde, c'est plus compliqué que ce que je pensais parce que c'est assez compliqué. Comme je te l'ai dit, j'ai un profil assez atypique. Ok. Au début, tu vois, pour commencer, j'avais un profil comme toi, c'est-à-dire que j'ai fait des études supérieures dans le digital, donc un bachelor de chef de projet et un master dans le marketing digital. D'accord, 5 ans d'études. Ouais, 5 ans d'études, toujours en alternance ou en tout cas en stage longue durée quand c'était les premières années. Donc j'ai pu découvrir un peu le monde de l'entreprise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça m'a pas spécialement plu. Et Ok. j'ai toujours été avec des amis qui étaient auto-entrepreneurs et qui lançaient des projets, dont certains qui ont très très bien fonctionné. Un que tu connais qui s'appelle Trash, par exemple, Ouais, je connais et bien. dans lequel je gravitais en tant que community manager et d'autres petites choses comme ça. Mais et du coup, je m'étais dit, j'aimerais bien, après mon master, me lancer dans l'entrepreneuriat et profiter d'avoir le soutien du chômage pour monter ma propre boîte. Et donc, dans l'idée de travailler d'abord avec des amis qui sont installés sur YouTube et qui m'ont proposé de voir si je pouvais m'intégrer dans leur travail. Et, et puis à côté, passer en freelance pour du web, de la vidéo, de la photo, du graphisme, ce genre de choses. Donc dans Ok, mon donc idée, tu as un profil polyvalent, quoi, déjà. Ah oui, sur mon LinkedIn, il y a écrit «Homme à tout faire du web» et les gens qui ont travaillé avec moi ont dit que la formulation était peut-être un peu bizarre, mais que c'était la meilleure pour me qualifier. Donc bon, c'est vrai, il y a couteau suisse du digital, mais j'aimais moins. Bref, Ok, ouais. et donc là, mon idée, c'était que je pense que je peux scinder mon intérêt pour cette conversation en deux. La première, il y a par rapport à mon idée de freelancing, tu vois, par rapport au fait que j'ai envie de m'émanciper du salariat, Ok. de un. Mais je me dis aussi que s'il faut, je vais échouer dans cette idée de création d'entreprise à court terme et je me Mhm. relancerai d'ailleurs ailleurs. Donc je pensais peut-être faire du journalisme ou quelque chose comme ça. Mais donc ça, c'est le premier D'accord. point. Et deuxième point, dans tous les cas, ce que tu dis, tes vidéos et tes conseils me servent parce que je pense que même si je laisse tomber mon idée d'entreprise à court terme et que je me lance dans du salariat à moyen terme, euh, j'aurais quand même toujours envie de faire ce que tu conseilles de faire pour pouvoir, à terme, encore une fois, réussir à m'émanciper, à avoir des revenus, comment tu dis? Dormants? Non, pas dormants, actifs. Revenu passif, donc automatique, en fait. Ouais, c'est ça. Passifs en parallèle de ce que je fais pour pouvoir vivre mieux et travailler moins. Est-ce que je Ok. suis clair? Je sais pas si je suis très clair en disant ça. Écoute, tu es très clair et je vois que tu as bien regardé les vidéos parce que tu utilises exactement les mêmes termes que moi. Ouais, Donc, je suis un grand j'imagine. fan en fait. Ah, quel flatteur. Ok. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un peu Du atypique coup, quand même comme profil, j'ai l'impression.
Non, c'est vrai que c'est pas atypique dans le sens où la plupart des gens avec qui j'ai déjà discuté de liberté financière et compagnie, c'était des personnes qui avaient déjà une profession salariat depuis un moment et qui étaient sur quelque chose de très précis. Tu vois, j'ai eu quelqu'un un technicien de fibre optique, qui m'a dit que Mhm. voilà, lui, il travaillait vraiment sur un truc en particulier, donc c'est ça, et il voulait en sortir, mais à la différence de toi, si tu veux, il n'avait pas ces multi-compétences du web qui sont un très gros avantage dans ta fonction, Un dans le avantage, oui et sens. non, parce que beaucoup de gens les ont. Vraiment, c'est compliqué de se démarquer dans ce domaine. Alors, Je me lance pas. Attends, beaucoup de je gens peux les peut-être ont. préciser un petit détail sur ma situation. Vas-y. Est-ce que je le dis maintenant ou est-ce que je te laisse finir? Qu'est-ce que tu Non, préfères? vas-y, je t'écoute. Je peux trouver 2 ou 3 détails, en fait. Bon, déjà, premièrement, le freelancing dans le web, je considère pas ça comme le gros de mon métier, du métier que je voudrais D'accord. faire, en fait. Déjà parce que, un, j'aime pas trop ça, trop de pression, et deux, parce que c'est extrêmement demandé. C'est-à-dire que moi, je travaille en agence multimédia et je travaille avec des gens qui étaient avant freelanceurs et ils me disaient: «Non, mais c'est insupportable parce que tu passes énormément de temps à bosser, à faire des retours et cetera. Tu pas sûr d'être payé et en plus, pour trouver des clients, c'est la merde». Donc ça, c'est pas vraiment mon objectif principal. Mon D'accord. mon objectif principal, c'est ce que je t'ai dit, c'est travailler avec mes amis qui sont en train de lancer une entreprise, liée à YouTube et j'aimerais, si possible, à terme, si jamais je réussis à générer suffisamment de revenus avec eux, peut-être les rejoindre dans l'entreprise parce que le travail qu'ils me proposent serait en fait, serait de l'amusement transformé en travail, tu vois? De l'amusement rentabilisé et c'est beaucoup dans cette optique de rentabiliser le fait de faire des choses que j'aime, qui m'intéressent. Hem, je te l'ai dit par exemple, mais je pense que c'est important de le rementionner. Je travaille sur un site web qui a, 100 000 visiteurs uniques par mois. Enfin, je gère un site Ouais. web avec des équipes. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, ce site web, il génère juste de quoi, payer l'hébergement du site. Mais, Ok. tu vois, il y a un manque à gagner. Et c'est un peu comme dans toutes tes vidéos, c'est que je me rends compte qu'en fait, ben, on est entouré de manques à gagner et j'aimerais bien trouver un moyen de rentabiliser tout ce qu'on peut faire, quoi. Ok, alors c'est très clair. Moi, alors, pour être du même milieu que toi, je suis du web, donc bac+3 dans le chef de projet également. Je crois qu'on a même fait la même école, il me semble. On n'a pas fait la même ville, mais on a fait le même diplôme, en effet. C'est ça. Donc, ce que j'ai remarqué aussi, je pense que tu l'as peut-être remarqué également, c'est que les compétences de web, effectivement, sont très concurrentielles aujourd'hui, mais surtout, c'est quelque chose qui est vraiment c'est précaire en fait comme milieu. C'est-à-dire que Totalement. aujourd'hui, les gens vont prendre des alternants, des stagiaires pour faire le travail de personnes qui devraient être salariées. Et de fait, on est soumis à une pression et des exigences qui sont de plus en plus fortes parce qu'il y a un petit peu un problème, si tu veux, entre la demande et l'offre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens Mmh qui sont dans ce milieu-là et il y que ça, a quoi. malheureusement, ouais, il y a que ça, c'est ça. Parce que tout le monde croit que c'est la voie royale. Et du coup, les entreprises n'ont pas assez vite pour recruter le nombre de candidats croissant un petit peu à ce diplôme-là. Mais c'est Donc, complètement c'est dur de rentrer dans le domaine et une fois que tu y es, j'ai pu voir ça de ma méga expérience, mais expérience quand même, hein. Une fois que tu y es, bah, tu pas heureux, quoi. C'est un environnement de travail qui est pas sain. Tu toute la journée sur ton ordinateur. Les gens sont mhm. stressés, tu es sans cesse, avec des deadlines à la con. Tu es sans cesse en train de te dire ce que tu fais, c'est assez bien parce que le web, ça va vite, ça s'améliore tellement vite. Tu vas toujours être le plus concurrentiel, le plus informé, le plus fort, le plus rapide avec des clients qui ne connaissent rien mais pensent tout savoir. Et tu te dis, mais même quand tu réussi à trouver ton taf, tu vois, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Est-ce que je suis venu sur terre pour ça? Est-ce que j'ai envie de passer mon temps sur cet ordinateur Ouais, à décaler des trucs, à faire des machins?» Enfin, c'est dur d'y rentrer. Une fois que tu y es, j'ai l'impression que tous ceux que j'ai rencontrés, une fois qu'ils y sont, ils sont pas heureux. ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors, bah, Ouais. tu vois, perso, j'explique ça de plusieurs manières, peut-être que tu seras d'accord avec moi. C'est que déjà, la plupart des patrons dans ces entreprises ne connaissent pas grand-chose. Ils connaissent pas énormément de choses à ton métier. Ils savent qu'il faut faire du marketing, ils savent qu'il faut faire du design, tout ça. Mais si tu veux, tu as l'impression de parler à des gens qui sont pas forcément dans le milieu et que du coup, pas forcément les exigences de ton métier. Ça, c'est la première chose. Mmh mh.
La deuxième chose que j'ai remarqué aussi, c'était que tu avais, si tu veux, un peu le. En fait, tu connais les besoins humains selon la pyramide de Maslow? Alors, de tête, non, mais oui, j'ai étudié ça en cours, fut un temps, à maintes reprises, Ok. j'imagine, en plus. En fait, tu as 5 besoins humains majeurs. Donc, tu as les physiologiques, c'est manger, boire, dormir. Tu as le besoin de sécurité, c'est avoir un toit au-dessus de ta tête et avoir assez d'argent pour être dans un confort minimum. Ensuite, tu as le Mm. besoin d'appartenance, appartenir à un groupe. Mhm. L'estime, donc être reconnu pour ce que tu fais. Et le besoin d'accomplissement, c'est un petit peu le Saint Graal, c'est assez spirituel, c'est avoir Mm. l'impression d'avoir réussi ta vie. Oui, quand t'es infirmier ou que t'aides les petits-enfants en Afrique. Ouais, c'est à peu près ça. Important, ouais, tu te fais dire que tu vis pas pour rien. Tu vis parce que tu as Exactement, un but, aider les autres, faire quelque chose de ta vie, quoi. c'est ça. Et du coup, ces 5 besoins-là, ils sont dans l'ordre croissant. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin de sécurité n'a aucune importance si tu n'as pas les besoins physiologiques qui sont remplis. Et en fait, c'est une pyramide, donc tu as le pic qui est en haut et en bas, tu as le socle, qui fait que le besoin d'accomplissement, c'est le dernier. Mais Mhm. à partir du moment où tu atteins le niveau de sécurité, donc le fait d'avoir un salaire qui te permette de vivre décemment, donc quand ce soit le SMIC ou 2000 euros, peu importe, c'est à l'appréciation de chacun. Mais dès que tu as ton salaire, en fait, et que tu commences à être dans une entreprise, si tu n'as pas les 3 besoins supérieurs, donc appartenance, estime, accomplissement, ben, tu n'es pas heureux. C'est là, en fait, Mhm. où tu manques de sens. Et c'est un petit Totalement peu d'accord. ce que je pense que tu ressens. Parce qu'en fait, quand tu es dans une boîte, oui, tu as le salaire et compagnie. Moi, quand j'étais en CDI, je gagnais 2000 euros par mois, mais j'étais pas heureux. Donc, je suis parti. Parce que, en Oui, fait, il te manque un truc. totalement. Bah, après, oui, je connais la pyramide de Maslow et je suis complètement d'accord avec ton analyse. Après, tu peux aussi la synthétiser en disant que c'est aussi une question d'ambition. C'est que t'as pas envie d'être salarié, d'avoir des horaires à la con, d'être toujours chronométré, etc. Et puis, Oui, c'est sûr. je pense que tu comprends aussi, je suis un peu l'artiste, un peu créatif, tu vois, toi aussi. Et Mhm. assez vite, tu tournes en rond. Oui, c'est sûr. T'as En fait, tu as un rien. profil créatif. Ouais, puis Besoin même, de stimulation, en fait. ouais, mais genre, tu te lèves le matin, tu vas aller travailler, tu vas faire la même chose, tu vas boire ton café, tu vas ouvrir ton ordinateur, tu vas discuter avec C'est les sûr. collègues. Et Les mêmes collègues. c'est ça. Alors que tu vois, actuellement, par exemple, donc là, je suis en freelance et je travaille avec mes potes youtubeurs. Et donc, je me lève le matin. Déjà, je me lève plus tard, ça c'est énorme pour moi. Et, je vais là-bas, je vais dans les locaux, j'arrive, j'ai check, c'est mes potes. Et là, je me mets à mon bureau, mais limite, j'ai pas de discussion avec mes potes parce que bah, j'ai hâte de me remettre dans ce que je faisais, tu vois, dans le travail que je suis en train de développer. Là, par exemple, je commence à faire un truc d'achat-revente de cartes Yu-Gi-Oh, tu vois, le jeu de mon enfance. Alors, je suis en train de lancer Ok. ça. Et puis à côté, je fais des vidéos pour eux. Ben, ça fait plaisir et t'as l'impression, ben, on œuvre pour le lancement de chaînes YouTube qui partent de zéro, si tu veux. C'est ton projet. Ouais. Et outre le fait que c'est un truc que t'aimes faire de base, tu œuvres à créer quelque chose. C'est pas du tout pareil que de travailler pour quelqu'un. C'est là, tu travailles pour toi et ça change tout. Mais bref, là on paraphrase la pyramide de Maslow. De toute manière, je pense pas que ce soit le sujet à la base. Non, mais c'est très intéressant, en fait, que On tu pourra faire un racontes en podcast détail. si tu veux. C'est ça, on pourrait, ouais. Le mal-être des salariés. Non, mais pour le coup, blague à part, je pense que c'est vraiment un problème qui touche énormément de gens. D'ailleurs, j'ai un excellent livre à te recommander si tu t'intéresses à ça. J'ai C'est pas un le temps livre de qui lire. s'appelle. Bon, bah, je le lis quand même pour les gens qui nous écoutent, mais c'est la révolte des premiers de la classe. En gros, le slogan, c'est métier à la con, quête de sens et reconversion urbaine. Donc, des gens comme nous, en fait, qui pètent les plombs, qui deviennent agriculteurs parce qu'ils Mm. trouvent plus de plaisir à travailler la terre que de modifier des logos sur Mais Photoshop, tu vois. tu vois, ça c'est une discussion que j'avais énormément avec quand je travaillais à la banque. Je travaillais dans une grosse banque dans le siège social, pas en tant que vendeur, et du coup D'accord. en tant que communicant. Et c'était juste un boulot alimentaire, hein, tu vois, pour payer mon alternance, ça me payait mon école et un bon salaire. Donc, quand t'es étudiant, t'es content, tu vois. Je dis ça parce que je me sens pas du tout représenté par les banques, donc je tiens, je tiens à le dire. Mais la banque, en fait, tout le monde me présenté de la même manière, hein. C'est la prison dorée. C'est que t'aimes pas y bosser, mais il y a tellement d'avantages, t'arrives plus à en sortir. Et j'en parlais Ok, avec je des vois. collègues, ils me disaient, moi j'ai envie de me lancer en dropshipping, j'ai envie de faire plein de choses à côté parce que j'en peux plus, je veux partir. Et c'était vraiment une impression plus que globale, tu vois, c'est que notre génération,
les gens plus vieux que nous dans la banque, tu vois, ils étaient très heureux dans cet environnement assez malsain, assez Game of Thrones, où tout le monde se chie un peu sur la gueule de ses sans-service de grade en grade. Et tous les jeunes étaient en mode, ouais, bah, faudrait qu'on se tire, quoi. Il faut retrouver ce sens. Et toi, tu me parlais de retour à la terre. Moi, j'ai envie de devenir vendeur Fnac, j'ai envie de devenir barman. J'aimerais bien retrouver un contact humain et parler de choses qui me passionnent à des gens et être payé pour ça, tu vois, par exemple. Ouais, je comprends. Je dis pas que je le ferai pour toujours, mais l'idée de faire ça pendant 6 mois, 1 an, peut-être plus, ça me plaît. Elle est très présente dans ma tête et dans beaucoup de gens comme nous, de notre génération. Je suis d'accord. C'est vrai que même si tu étais vendeur Fnac, même si c'est pas un métier qui, à proprement parler, serait le métier de rêve, c'est clair que tu as quand même l'impression d'aider. T'es Parce que content tu de vas ta journée? conseiller. Ouais, J'ai c'est un ça. pote qui a fait le même diplôme que nous et il a fait vendeur Fnac pour payer ses études, son master à Paris. Mais pendant un temps, j'ai cru qu'il allait arrêter ses études et devenir vendeur Fnac, tu vois. Il kiffait de ouf. Mais je sais pas, tu parles de ta passion toute la journée. Alors moi, je pourrais pas, Ouais, je pense, à terme, parce qu'être dans le noir des magasins Fnac H24, ça me saoulerait, tu vois. Mais c'est vrai que c'est cool, quoi. oui, juste pour le symbole de, voilà, de faire quelque chose qui apporte de la plus-value à la société. Je sais pas, je pense que dans le cas présent, là, je pense que c'est plus une question de tu vois pas ta journée passer parce que tu t'amuses toute la journée. Ok, je vois. Ouais. Donc, toi, c'est plus le rapport à l'amusement, en fait. Dans ce cas présent, mais sinon, je suis d'accord avec toi sur la plupart des autres cas sur ce niveau-là. Bref, on Ok. diverge, c'est déjà beaucoup. Allez, ben, du coup, ça amène parfaitement à la deuxième question. Euh, Diverge? qu'est-ce... Comment? Laisse tomber. Attention, on va se faire bloquer de YouTube. Hein. Ok, deuxième question, du coup, ça serait qu'est-ce que tu attends de cet entretien? En gros, tu m'as dit que tu étais intéressé pour justement Ah, je veux que tu changes ma devenir un vie. partenaire. Je veux des baguettes dans ma vie. Je... Non, je sais pas. Honnêtement, si tu veux, je me suis dit que ce serait une bonne idée parce que souvent, quand je regarde tes vidéos, bah, tu as pu le voir, hein, je me pose plein de questions et D'accord. ça me semble à la fois faisable et à la fois très dur à faire. Ça me semble, comment dire? C'est comme rentrer dans une piscine d'eau froide. Tu vois, au début, c'est compliqué et tu te dis, je vais jamais y arriver sauf si on me pousse dedans, tu vois? Et du coup, je me pose toujours plein de questions et je pense que tu pourrais m'aider à avoir ce déclic et à m'organiser, à comprendre parce que, ben, ça me semble, compliqué de réussir à devenir indépendant financièrement. En fait, j'arrive Mhm. même pas à m'imaginer dans ta situation, si tu veux. Je sais que j'ai D'accord. des compétences, mais, je sais aussi que je suis un gros branleur et un gros malchanceux et j'arrive pas à m'imaginer réussir ce que tu as réussi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Et c'est parce que je Euh, pense qu'il manque des étapes. Un truc alors genre oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a un petit peu. Alors, tu sais, ce qui est marrant avec cet entretien, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui parle quand tu parles. C'est assez marrant. On a vraiment des profils qui ressemblent. Et il y a encore quoi, 6 mois de ça, 1 an de ça, je t'aurais dit exactement la même chose. J'ai l'impression de pas pouvoir y arriver, machin. Tu sais que tu as un Et en an de fait, plus que j'ai moi. eu. Comment? Tu sais que tu as un an de plus que moi, je suis en train de faire ton chemin Ah ben avec voilà, un tu peu de vois, on se suit. décalage. On se suit. Non, mais disons que j'ai vraiment l'impression qu'on a des profils atypiques, mais aussi qui se ressemblent, dans le sens où, quand tu me dis, je pense que je vais pas y arriver, je suis un gros branleur. Alors, je suis un gros branleur, c'est la spécialité, tu vois. Moi, je sais pas toi, mais j'ai eu mon bac à 10,01. Enfin, le truc, je te demande si c'est pas fait exprès, quoi. Parce qu'en fait, ma mentalité, ça a toujours été, fais le moins d'efforts pour le maximum de résultats. Ouais. Et si tu veux, jusqu'à présent, ça m'a pas trop mal réussi. Sauf que, en fait, ça te met des biais cognitifs dans ta tête. C'est-à-dire que tu as l'impression que les gens qui réussissent, ils ont réussi d'un coup en claquant du doigt. Alors qu'au final, pour reprendre mon exemple, tu sais que j'écris des e-books, que je vis quasiment exclusivement de ça. Et ces e-books-là, ça fait 3 ans que je suis. Donc au final, ça a été quand même 3 ans de travail constant. Et il y a pas mal de choses comme ça où tu vois les gens autour de toi. J'ai pas mal d'exemples autour de moi d'entrepreneurs qui ont bien réussi. Et je me dis, putain, mais tu vois, ils ont réussi d'un coup. Et en fait, quand tu te rends compte, c'est pas du tout. C'est vraiment étape par étape. C'est pour ça que sur ma chaîne, tu as dû le remarquer, je parle souvent de générer des revenus passifs au début pour faire la transition vers un mode de vie où tu es indépendant parce que tu gagnes assez, en fait.
Si tu veux, c'est pas beaucoup plus dur de gagner 300 euros ou 1000 euros en fait. Dès que tu arrives à générer des euros et que tu comprends comment ça fonctionne, a priori, en faire plus, c'est juste une question de quantité de travail. Mais après, il faut commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Et il faut surtout se concentrer sur un domaine. Et il me semble que c'était un petit peu un peu ton problème, c'est-à-dire que tu avais pas mal d'opportunités parce que tu travailles avec des gens dans le milieu du freelancing du web. Mais du coup, tu t'es pas vraiment donné à fond dans un projet qui te permettait finalement de te donner la chance de réussir. En fait, jusque-là, mon objectif, c'était plus de faire des projets qui m'apportent quelque chose à mon CV, tu vois. Je t'ai dit que je voulais potentiellement devenir journaliste parce que je me dis que c'est un métier qui me plairait, tu vois, d'écrire, même si je suis salarié. Écrire, ça pourrait peut-être être suffisamment bien pour accepter le salariat. Du coup, par exemple, je bosse sur ce site web, je suis gestionnaire, je suis comment on dit ça, chef éditorialiste, c'est pas le bon terme, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Tu voudrais travailler vraiment dans une rédaction ou Pas forcément, je sais juste qu'écrire, ça a toujours été mon rêve, c'est-à-dire que mon rêve secret, bon bah, j'espère qu'aucun pote n'écoutera ce truc, c'est de devenir auteur, tu vois, et de pouvoir en vivre. Donc, je me disais que journaliste, c'était une première étape pour atteindre ce rêve, c'est qu'une fois que tu as le pied à l'étrier, que tu travailles pour écrire, enfin que tu écris pour travailler, bah tu as déjà le pied à l'étrier finalement pour atteindre cet objectif. Mais du coup, j'ai jamais vraiment fait du travail en me disant ça va me générer des revenus. Quand je taffais pour des clients en freelance, quand j'étais en études, c'était pour me faire un book, pour être pris en stage. Là, quand je taffe sur des trucs où il faut que j'écrive, c'est pour me dire ça me fera de quoi présenter un entretien pour devenir journaliste. Pas dans le but de devenir rentable, si tu veux. Parce que j'avais pas cette vision que tu apportes au fur et à mesure dans ma vie par tes vidéos. En fait, ouais, voilà, le vu que rentable, le problème, c'est que c'est pas forcément une fin en soi, mais malheureusement, c'est une étape obligatoire parce que si t'es pas rentable, t'es obligé d'avoir un CDI, et si t'as un CDI, ben, tu fais pas tes rêves, en fait. L'argent, c'est voilà, vraiment le moyen d'atteindre ta vie financière. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, hein. Mais tu vois, par rapport à un journaliste, il y a un truc intéressant qui émerge un peu dans la discussion. C'est que déjà, je pense que tu es peut-être au courant, mais le journalisme, en fait, c'est le même domaine que le web, mais en pire. Oui, c'est pour ça que j'ai fait des études de web à la base. Voilà. Parce que si tu veux écrire des articles et être presque remplacé par des robots dans quelques années, le journalisme, c'est parfait pour ça. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais il y a des intelligences artificielles qui écrivent des articles aussi bien que des journalistes et qui publient maintenant. Aussi mal, tu veux dire, parce que ces intelligences artificielles elles écrivent des articles sur des choses assez bidons où il faut juste relater l'actualité. Et c'est souvent assez mal géré, mal écrit. Par contre, pour tout ce qui va être travail de fond, bref. Mais après, si tu vas dans le fond, c'est clair que tu vas devoir écrire toi. Mais le journalisme. Oui, non, mais tu as totalement raison. Mais ah oui, ça y est. C'est pour ça qu'à la base, du coup, c'était. Tu veux, mon père, il était chef d'entreprise. Et là, il est passé totalement à son compte. Il est plus dans cette entreprise. Et il travaille depuis chez lui. Il est pas loin d'être un peu comme toi, si tu veux, dans l'idée. D'accord. Et il m'avait dit écoute, fils. Bon, il m'a pas dit ça comme ça, mais bref. Je pense qu'il faut que tu commettes pas les mêmes erreurs que moi et que dès tes études, tu deviennes multicasquette. En mode, étudie le web et étudie une autre profession au cas où, un bout d'un moment dans ta vie, t'en as marre et tu veux changer. Et c'était cette idée un peu on m'avait parlé parce que le journalisme était bouché, en me disant, ben écoute, commence par quelque chose de moins bouché et après, potentiellement, tu feras journaliste. Ok. Et donc, cette idée, tu vois, de pouvoir changer en cours de route et potentiellement faire un peu comme toi, tu vois. Je sais pas si je suis très clair. Alors oui, je comprends. Mais du coup, moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu veux faire journaliste parce que tu aimes écrire ou parce que tu as vraiment un attrait pour ce métier-là et que c'est vraiment un objectif de devenir journaliste, tu vois? Très clairement, j'aime écrire. Juste la compétence. Je verrais plus ça comme une étape qui m'ouvrirait des portes et qui surtout me donnerait un savoir-être, tu vois, dans le sens ne pas être en inspiration pour écrire, tu vois, c'est un comportement adolescent, mais je l'ai encore un peu, c'est que les trucs créatifs sont en inspiration pour le faire. Alors que quand c'est ton métier et que tu prends l'habitude tous les jours, tu fais tes trucs, et au bout d'un moment ça devient automatique, et je me dis qu'en faisant ça, bah, je pourrais plus facilement me mettre à écrire, je pourrais plus facilement avoir des contacts pour écrire, et puis au-delà de ça, il y a une notion
le web, ça me déplaît de plus en plus et je sais pas si je peux réussir à travailler en indépendant. Et du coup, je me dis que quitte à trouver un taf salarié toute ma vie parce que j'aurais échoué dans la création d'une entreprise, autant que ce soit un taf qui me plaise. Et visiblement, le web, ça me plaît pas. Peut-être que le journalisme, ça me plaira. Voilà. Donc, D'accord. si je suis ambitieux, je vise autre chose. Alors, moi, il y a aussi un autre truc que j'ai relevé dans ce que tu dis, c'est que tu me parles du coup du journalisme en me disant que ça va apporter à ton CV pour citer si tu veux, des nouvelles lignes qui vont permettre de prouver un petit peu ta compétence. Mais le truc, c'est que, tu vois, moi, là, ce que je fais, de te conseiller de faire cette chaîne sur la liberté financière, j'ai aucun diplôme ni aucune. Euh, si tu veux, il y a personne qui me valide en fait en tant que tel, tu vois. Enfin, comment te dire? C'est parce que dans le journalisme, en fait, en gros, en France, t'as que 6 écoles ou 5 qui sont reconnues par la profession. Et comme tu as dit toi-même, c'est complètement bouché. Si tu veux du taf, faut vraiment que tu fasses une de ces 6 écoles. Et pour entrer dans ces 6 écoles, c'est pas des écoles avec des promos à 300 élèves, si tu veux. Genre celle de Toulouse, je crois que c'est 40 élèves. Donc, pour être pris dans ces écoles, faut qu'à l'entretien, tu en montres que tu es vraiment déter et que tu as fait beaucoup de choses. Donc, c'est ça, cette idée, c'était que, en gros, dans mon plan actuel tel que j'imagine, là, je me donne encore 1 an. 1 an pour tout ce qui va être freelancing. Et au bout de 6 mois, si jamais je vois que ça patauge, je prépare le concours de l'école de journalisme. Et donc, pour ça, il me faudra des lignes de CV, en fait. Des lignes de CV juste pour être pris. Et une fois que je serai pris, je pense que j'aurai pas besoin d'avoir plus de lignes sur mon CV, tu vois. Je travaillerai de D'accord, base. donc en fait, tu as quand même le projet de potentiellement suivre des études supplémentaires. Potentiellement, c'est le mot-clé parce que je sais pas si je serai prêt à retourner vivre chez mes parents parce que je pourrais peu avoir un travail, tu vois. Donc actuellement, beaucoup se joue pour moi actuellement parce que faut que je trouve des En, revenus. en fait, tu veux dire quoi? Tu es tellement dégoûté du web que tu ne finalement, tu es tellement dégoûté du web que tu n'as plus envie de travailler dans cette branche et de fait, tu aimerais reprendre des études pour changer de domaine. Euh, ouais, je suis un peu dégoûté du web. Euh, Très clairement. Et je dis web, mais enfin, il y a tout ce qui va avec un graphisme, référencement, vidéo, tout, tout. Je fais du web et du multimédia. Donc tout me dégoûte un peu actuellement. Peut-être le travail dans les bureaux me dégoûte. Je pense que c'est des compétences que je suis content d'avoir parce que je pourrais m'en servir pour des projets, que ce soit professionnel ou personnel, mais là, le modèle, j'ai fait beaucoup de types de travail, hein. J'ai fait dans des boîtes comme toi où le patron il connaît rien. J'ai fait dans des énormes structures, j'ai fait dans des startups, j'ai fait dans des agences spécialisées web et multimédia. J'ai même été directeur de service dans une de ces agences, et une grosse agence en plus. Du coup, je ne vais pas dire que j'ai fait le tour, ce serait pompeux, tu vois, ce serait arrogant, mais j'ai fait un gros tour en tout cas. Et rien ne m'a plu, à part un peu le travail en startup, mais je pense que c'est pas parce que c'est pas pour le web que ça m'a plu, tu vois, c'est plus pour l'ambiance. Et ça, je peux le retrouver dans d'autres métiers, notamment dans ce que je fais avec mes amis actuellement. En fait, c'est vraiment fou parce que tu décris littéralement ce que j'ai vécu. J'ai été dégoûté de mes expériences en salarié. Et en fait, il y a une chose que, si tu veux, j'ai noté, c'est que j'ai aussi été dégoûté du web, mais j'ai réappris à l'aimer en travaillant pour moi. Et en fait, c'est souvent, on fait l'amalgame, si tu veux, entre ce que tu vis en entreprise, ce que tu ressens quand tu es dans l'entreprise et que tu fais ces compétences-là, et les compétences en elles-mêmes. Par exemple, le marketing, j'étais le premier à cracher dessus il y a encore 6 mois de ça, quoi. Ah non, je disais, non, mais c'est de la grosse merde, le marketing, laisse tomber, c'est un truc des gens qui veulent arnaquer. Enfin, bref, tu vois, je m'étais convaincu de choses, je trouve pas de sens, ça m'apporte rien dans ma vie. Et au final, quand tu le fais pour toi, du coup, le marketing, si tu veux, tu le mets à ton service pour justement, dans ce cas-là, aider de nouvelles personnes qui veulent le salariat. Tu vois, il y a plein de trucs, notamment faire de la promo pour mes livres, tu vois, donc je vends des e-books. Dès que tu le mets à ton service, ton rapport avec la compétence, il peut changer. Je dis pas que ça va t'arriver, mais en tout cas, si par exemple, tu disais le référencement naturel, si tu le mettais au service de ton site Trash, du coup, dont tu m'as parlé, là, qui a 100 000 visiteurs mensuels, ça, tu vois, ça pourrait peut-être te permettre, si tu veux, de réaimer le truc. Mais après, je comprends tout à fait que la compétence en entreprise, elle te dégoûte. Et je sais vraiment ce que c'est de dégoûter le marketing parce que je l'ai vécu. Et, euh, et je pense qu'il y a un retour arrière qui est possible. Après, je te dis ça comme ça. Et deuxième notion dont je voulais parler, c'était vraiment
le truc que je ressens aussi quand tu parles, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Mais ça, c'est toute notre génération. Je pense qu'on l'a quasiment tous dans notre domaine, dans le web. Dans le web, t'es sans cesse abreuvé de travail, de création, de projets de gens 1000 fois plus talentueux que toi. Et tu te dis, je suis pas légitime. Et vraiment, bien sûr que j'ai ce syndrome de l'imposteur. Ça a été longtemps même un de mes principaux problèmes. Mais je me suis rendu compte que c'est générationnel, en fait. On l'a quasiment tous à des degrés moindres. Mais C'est sûr, il faut le combattre en fait. je suis pas spécial à ce niveau-là, quoi. Je pense Ah non, que t'es loin t'en d'être verras seul. les gens qui te diront, je me sens pas légitime dans ce que je fais. Tout à fait, tout à fait. T'es loin d'être le seul. Et il y en a beaucoup qui l'ont, et je l'ai par moments, et on a tous de manière un petit peu cyclique, ça revient. Mais en fait, il faut vraiment prendre conscience de ce mécanisme, parce que si tu veux, ça peut te faire prendre des mauvaises décisions. Tu vois, c'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, si tu veux, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu apprends, tu t'abreuves de compétences, que ce soit par l'école, par Internet, par ce que tu veux, et au moment où il faut se lancer, au moment où il faut agir et faire les choses, il y a des stratégies d'évitement, en fait, tu vois, des stratégies de fuite. Tu vas changer de filière, changer de truc. Tu vas avoir plein de stratégies d'évitement qui vont t'empêcher, si tu veux, de réussir. En fait, souvent, la réussite, c'est pas forcément un concours de chance ou autre chose. C'est vraiment souvent que les gens vont pas au bout du truc. C'est-à-dire que si là, demain, tu te mets sur un projet et que tu y vas à fond pendant 1, 2, 3 ans, les chances que tu échoues, elles sont statistiquement très faibles, en fait. Je sais pas parce que bon déjà il faut pouvoir le faire, de se mettre sur un projet pendant 1 ou 2 ou 3 ans, je veux dire, et puis même je connais enfin tu sais les entreprises au bout de 3 4 ans, souvent elles descendent parce que les taxes sont différentes et elles ont pas les reins pour tenir. Je sais pas si on peut se mettre, enfin je sais pas si un an ou 2 sur un projet ça suffit. Je pense qu'il y a certains projets qui peuvent ne jamais fonctionner. Alors oui, non, mais évidemment, il n'y a pas 100% des projets qui fonctionnent. Après, tu sais, as des... Oui sinon effectivement, si tu le mets sur 1 ou 2 sur un projet, effectivement ça décolle. En fait, le truc, voilà, c'est juste que la plupart des gens sont des montagnes, si tu veux, des projets, parce tu sais, on est un petit peu dopé au truc de Apple, Facebook et compagnie, des projets qui, du jour au lendemain, deviennent titanesques, qui sortent de nulle part. Tu sais, des projets comme Slack, même, tu connais bien, toi. Ouais, voilà, du coup, il y a plein de sociétés, si tu veux, qui montent comme ça d'un coup, et tu sais, c'est un petit peu l'effet Hollywood, en fait. T'as l'impression que pour réussir, il faut une team de malades, des financements à plus savoir comment faire. Qu'en fait, au final, il y a plein de gens qui sont dans l'ombre, mais au final, quand tu regardes le fond du truc, il y a plein d'entreprises, plein, mais qui sont évidemment pas bruyants, qui réussissent leur business. Moi, j'ai un pote à moi qui fait de la séduction sur Internet. Si je te parle de son site, tu me diras, je sais pas qui c'est, je l'ai jamais vu, j'en ai entendu parler. Tu m'avais montré Parce je que, crois. oui, je t'avais montré, mais disons Ouais. que quelqu'un de standard, il le connaîtra pas. C'est pas une Mmh. référence dans la Bah, drague. je ne sais pas non Et plus. pourtant, ouais, voilà. Et pourtant, ce mec, il fait un chiffre d'affaires à 6 chiffres à l'année. Voilà. Oui, Et il ça me travaille rend avec. dingue. C'est dingue, non, mais c'est dingue, c'est dingue. Mais si tu veux, ça te montre que la success story, euh, en fait, c'est un mythe. Parce que lui, ça fait 4 ans qu'il est sur ce projet. Ça fait 4 ans que non-stop, il bosse dessus. Alors, pas à temps plein, il est en CDI. Hein, donc, tu vois, c'est la preuve que tu peux être en CDI et développer des revenus passifs. Mmh. Mais si tu veux, lui, il faisait ça à côté et il a développé son projet. Tu n'as pas besoin, en fait, de faire. Souvent, les gens, encore une fois, dans les projets, ils s'imaginent qu'il faut, pareil, avoir plein de compétences, plein de trucs, le logo, le site internet, le machin. Moi, regarde, si tu regardes actuellement sur les 3 libertés, j'ai quoi? J'ai une chaîne YouTube et c'est tout. Et une page de capture. C'est tout, en fait. J'ai même pas de site internet. Alors que oui, j'aurais pu avoir, j'ai même pas de logo, j'ai rien, en fait. Bah, tu sais, je connais quelqu'un qui passe en freelance et qui peut faire des sites web et qui peut faire des logos et Ça serait pas toi par hasard? non, c'est une blague, c'est très bien que tu peux le faire tout seul en plus. Non, non, mais bien sûr, mais c'est juste pour te montrer, en fait, que, tu vois, en fait, ce qui compte dans un projet, c'est pas forcément d'être à temps plein, de bosser 8 heures par jour dessus. Mmh mh. Tu vois, faire une vidéo, ça me prend 2, 3 heures maxi. Souvent, c'est plus 2 que 3. Donc 2 heures de l'allumage de ma caméra, enfin de l'écriture du script, à la publication sur YouTube. Donc pour te dire. Oui. Et si tu veux, en fait, si tu fais une action par jour, que tu sois salarié, pas salarié, peu importe, que tu fais une action par jour pour améliorer ton projet, alors tu peux te dire, sans être un génie, que dans quelques années, quelques mois, quelques années, tu commenceras à avoir des résultats qui seront significatifs. Ah bah, ça me fait une bonne transition pour ma question principale, je pense. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus une interrogation générale. C'est que tu vois, tout ça, je le sais, je l'ai intégré à force de regarder tes vidéos, t'écouter en parler, et cetera. Le problème, c'est que tu parles donc d'un projet de manière assez vague, et justement, ça, c'est
L'étape où je suis, c'est pas l'étape du il faut se rendre compte que c'est possible. C'est l'étape du bon, il faut passer à l'action, il faut réfléchir à un projet, il faut commencer à voir ce qu'on peut faire, mais que Bien sûr, faire en fait? bien Et sûr. tu vois, je suis plus à l'étape théorique, je suis à l'étape, ok, comment mettre en pratique? Que choisir? Sur quoi me concentrer? Qu'est-ce qui pourrait être entre guillemets rentable par rapport à mon investissement de temps? Tu Bien vois, ce genre sûr. de choses. Et du coup, c'est un peu plus ça pour répondre à ta question de base, que j'attendais que j'attends de cette conversation plutôt. Ce serait D'accord. ben, je reviens là-dessus, j'aime bien cette image, d'avoir des premiers jalons sur comment, comment faire tout ce que tu viens de théoriser. Euh, du coup, je vais juste te faire une petite introduction. Il y a deux manières vraiment de gagner de l'argent de manière passive, si je peux dire ça comme ça. C'est soit tu as déjà de l'argent, et je connais pas ta situation financière, et tu l'investis. Non, j'ai pas d'argent, j'aimerais bien me faire tout seul, tu vois. Alors dans ce cas, il faut d'abord commencer par effectivement les projets entrepreneuriaux qui vont te rapporter de l'argent que tu pourras ensuite réinvestir dans des produits financiers qui vont, eux, te permettre justement d'être libre financièrement rapidement. Mais du coup, effectivement, tu as une étape apparemment où tu es dans une situation financière où tu n'as pas le loisir de pouvoir investir, je comprends, et de fait, tu cherches un projet sur lequel t'établir. Moi, je vais me baser sur ce que tu m'as dit, je te connais un petit peu, mais je vais me baser sur ce que tu m'as dit pendant cet entretien parce que je trouve que c'est quand même assez significatif. C'est qu'il y a trois trucs qui t'intéressent. Donc, tu es quelqu'un de créatif, qui a un besoin de diversité, Mhm. et tu as quand même des compétences solides sur Internet, malgré que tu dises que bon, t'es pas au niveau de tout ça, mais moi, je pense que tu en as quand même des solides compétences, tu as quand même un master. Euh, donc, ce que je vois là tout de suite, et je crois que j'en avais déjà parlé, c'était déjà, il y avait l'histoire des e-books, donc à peu près ce que je fais. Donc, écrire un e-book ou même un livre broché, parce qu'aujourd'hui, on a le loisir, le luxe de pouvoir s'auto-éditer sans passer par un éditeur, donc de pouvoir avoir des Mhm. belles commissions, de pouvoir être trouvable, pas de référencement naturel sur la FNAC, euh, sur Amazon et sur Rakuten, donc sur les trois plus gros sites e-commerce français. Donc, tu as la partie donc, e-book, écrire quelque chose. Toi, tu aimes écrire. Après, encore une fois, je te rassure sur le sujet, tu n'as pas besoin d'être un très grand écrivain. Moi, ça me gêne quand on me dit que je suis écrivain. Quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben, forcément, je dis bah, j'écris. Tu vois, je suis auteur, entre guillemets, mais tu vois, je trouve que c'est pompeux comme titre, en fait. Non, mais auteur, c'est différent qu'écrivain. Auteur, même quand tu fais des vidéos, t'es un auteur. T'écris des scripts. Oui, Auteur, c'est si on peut sûr. mettre un bon terme de métier. T'es entrepreneur, tu peux dire que t'es auteur. Voilà, bon, bah, alors, auteur. Mais dans tous les cas, il faut sortir un petit peu du Marc Lévy, tu vois, tous les mecs connus en France qui peuvent, en fait, eux avoir des styles et être reconnus, si tu veux. Eux, ils ont, si tu veux, la reconnaissance du public. Mm. Toi, tu l'as pas encore et tu l'auras probablement peut-être jamais dans le sens où tu seras jamais sur les étals de la FNAC et tout, sauf si tu te passes par un éditeur, c'est autre chose. Mais en fait, aujourd'hui, alors je vais pas donner mes niches parce que c'est assez sensible, mais les niches sur lesquelles je suis sur Amazon et compagnie, je suis plus haut que des auteurs qui sont édités. C'est-à-dire quand tu tapes un mot-clé, je ressors avant des auteurs ou même au même niveau que des auteurs qui sont mondialement connus en fait. Et donc, pour le public, il n'y a pas de différence. Si tu veux, le simple fait d'être sur Amazon et le fait que les gens ignorent qu'on peut être sur Amazon sans passer par un éditeur, tu as déjà une preuve sociale et un argument d'autorité qui est énorme. Dire que tu es sur Amazon, ça fait tourner les têtes aux gens, tu vois. Alors que tout le monde peut le faire, littéralement. Ouais, et tu peux même faire imprimer ton bouquin depuis Amazon. Ça, je trouve ça dingue. Exactement, exactement. Donc, il se fait éditer et envoyer directement à la personne. Donc, tu peux faire un livre e-book, mais en plus, tu vas être plus professionnel et faire un livre broché. Donc, ça, que demande le peuple, quoi. Tu vois. Et en plus, tu as des commissions qui sont très généreuses. Totalement. Mais c'est mieux que de se faire éditer en vrai. Le seul intérêt de l'éditeur, c'est qu'il va peut-être donner quelques contacts dans des soirées à la con, ou il va te faire un peu de pub, mais bon, Ouais, tu as franchement, plus de quantité, en fait, de vendu, mais tu gagnes moins. c'est ça mon idée, moi, c'est de me créer une communauté, notamment grâce à mon travail sur YouTube, qui me donnerait une base de communication, peut-être même d'achat, qui permettra de lancer la machine, si tu veux. Je me dis qu'un éditeur, c'est bien, mais c'est pas ce qui va être nécessaire si jamais je veux me lancer en écriture comme toi, tu vois? Oui, puis l'éditeur, ça prend longtemps. C'est comme si tu bosses avec une agence, tu vois, plutôt qu'avec un freelance. C'est
c'est redondant, il y a non, ça tu peux pas le mettre, ça tu peux, machin, ça va pas avec notre charte. Tu vois, tu es quand même vachement pieds et mains liés. Après, ça a des avantages. Hein. Oui, voilà, ça peut être utile par contre. Moi, je cracherai pas dessus. Bien Mais sûr, moi non plus. effectivement, c'est pas nécessaire. On croit, franchement, dans le domaine de l'édition, on Exact. croit que c'est nécessaire. Mais pas vraiment. C'est ça. On a l'impression que c'est un truc obligatoire alors que c'est pas forcément le cas et qu'on peut très bien sortir son épingle du jeu sans forcément passer par ça. Déjà, tu as la partie livre qui, si tu aimes écrire, alors après, si tu veux faire de la fiction, c'est encore autre chose. Et si par exemple tu veux écrire sur une non-fiction, moi je fais des guides pratiques sur lesquels j'apprends des compétences, tu peux très bien t'en sortir. Par exemple, tu peux faire un truc sur, je sais pas moi, le marketing, les vidéos, enfin, peu importe ce que tu aimes, tu peux faire un livre sur ça. En partant du principe que tu pars d'un mot-clé qui va vraiment de trouver ton livre. Je note. On a déjà parlé de ça, mais je note. Deuxième chose que tu as avec les livres, c'est un peu le double avantage, c'est un cross-média si tu veux, c'est qu'une fois que tu as fait ton livre, tu en fais un audiobook. En ce moment, le marché du livre audio, il est hyper en croissance. Un truc de dingue, genre, il y a tout le monde qui écoute des livres audio. D'ailleurs, j'ai vu, ça a impacté mes ventes de livres. Il y en a de moins en moins qui se vendent. Après, proportion gardée, hein, c'est pas énorme, mais il y a un peu moins de livres qu'avant qui se vendent. Et j'ai remarqué qu'en parallèle, le marché de l'audiobook, il explose. Donc, tu fais un audiobook, ça veut dire que sans recréer du contenu, tu as déjà un deuxième produit qui va s'adresser à une autre cible et qui va se vendre de la même manière et même plus cher. Parce que l'audiobook, ça se vend plus 12 euros que 7 euros, tu vois. Mais c'est plus compliqué à faire. Oui et non. Alors, soit tu le fais faire par un freelance, du coup, une voix off, qui va effectivement te facturer l'enregistrement, soit tu prends un bon micro, tu articules bien, et en fait, c'est libre. Encore une fois, tu n'es pas obligé de passer par un éditeur. Tu peux très bien enregistrer tes propres fichiers audio. Mais bon, évidemment, ça implique d'avoir une excellente diction, de parler clairement, de mettre la bonne intonation. Tu l'as fait, toi? Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est un projet que j'ai à court terme. Ensuite, par rapport à ce que tu m'as dit, Aimé, je sais du coup que tu as des amis qui ont une très grosse chaîne YouTube. Il y a également l'opportunité de YouTube. Alors YouTube... Après, tu parles de très grosse. Trash, c'est fini. Du coup, non, il n'y en a plus. Mais AV, oui, et actuellement ont une chaîne, mais elle n'est pas dans la catégorie très grosse. Trash, c'était une machine de guerre. Et c'est le passé aussi. Ok, alors, dans tous les cas, YouTube, il y a plein de gens qui vont te dire que c'est mort, qu'il n'y a plus de place, que machin et tout. Ça dépend pourquoi tu le fais. Si tu veux avoir une chaîne qui fait des millions d'abonnés, machin, effectivement, c'est compliqué d'y arriver. Parce que aujourd'hui, il faut quand même vachement batailler ou avoir un concept qui est totalement ruptif pour que tu puisses te dire ok, là j'ai des millions. Tu vois, t'arrives Libra TV, tu vas racketter des racketteurs, voilà, là tu le fais ton million. Mais ça, c'est du buzz en fait. La chaîne YouTube, tu veux, moi il y a pas longtemps, j'ai créé une chaîne, tu l'as vu, j'ai fait une 50aine de vidéos. Aujourd'hui, le nombre d'abonnés que j'ai, il est bas, 72 abonnés. Mais si tu veux, c'est 72 abonnés de gens hyper qualifiés, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont là en touriste, qui sont là pour voir de l'humour ou des blagues, machin. C'est des gens qui sont là pour un objectif particulier. Donc, je considère que, par exemple, en 2 mois d'existence, 72 abonnés, c'est une belle performance. Et en fait, j'ai vu plein de chaînes qui fonctionnaient sur YouTube. Alors évidemment, sur YouTube, il y a un mode d'emploi. Hein. Ta vidéo comme ça, tu la publies, tu as 0 vue. Il faut scaler sur des mots-clés. Il y a toute une partie optimisation, une partie algorithme qu'il faut gérer. Ça, encore une fois, c'est une compétence qu'il faut avoir sur YouTube, mais c'est très très important. Si tu oublies la partie référencement sur YouTube, tu ne ressors jamais. En tout cas, YouTube, tu as un double avantage, c'est que tu peux trouver des potentiels clients, donc des gens qui vont être intéressés par le message que tu délivres. C'est la première chose. Et la deuxième chose, que une fois que tu as une augmentation de vues et que ta chaîne commence à devenir connue, tu as cet avantage-là de pouvoir monétiser les vues. Alors bon, je t'apprends rien, tu vas pas gagner des millions d'euros en monétisant des vues, mais la monétisation YouTube peut, à terme, te rapporter un petit revenu passif mensuel, petit, hein, mais qui te permettra voilà, de faire quelques euros supplémentaires. Donc, tu as cette partie-là de YouTube qui est super intéressante. Tu peux lancer une chaîne en partant de rien. Je vois plein de chaînes, je suis dans le milieu des nouvelles chaînes, en fait, qui étaient à, je sais pas moi, 50 abonnés il y a encore 3 mois, qui sont aujourd'hui à 3000, 4000, qui ont des petits projets sympas, créatifs, mais en même temps calés sur des choses d'intérêt public, donc la productivité. Oui, donc je te disais du coup la chaîne 100 livres en un jour qui fait des reviews de livres, enfin pas vraiment des reviews de livres, mais qui traite des sujets de société
en partant de livres. Il lit 500 pages par jour, le mec, donc, monstrueux. Et si tu veux, il apporte des informations de manière assez fraîche. En fait, il a mélangé le rap. C'est vraiment bizarre ce que je dis, mais il a mélangé le rap avec des sujets de société. Et la façon dont il traite, on dirait un rappeur, tu vois, qui balance des punchlines, en fait. Enfin, tu vas voir si ça t'intéresse. En gros, ce mec, il a réussi à faire 3000 abonnés, je sais plus combien il est actuellement. Il était à 10 000. Il est à 10 000 là? Il est à 945, 9,40. Ah, pas pareil. 9,5K. Une fois que ça commence. Après, pour mon cas, YouTube, c'est dans un mood un peu différent, si tu veux. C'est qu'en gros, je suis avec un YouTuber donc, qui s'appelle Iconoclast. Mhm. Et l'idée, c'est de voir si je peux apporter de la plus-value à son travail, en mode est-ce que je peux aider au montage, à l'écriture, au truc, au machin, toucher des revenus sur ce que je génère, et puis voir si à terme je peux créer ma place dans son entreprise, ce genre de choses, si tu veux. C'est pas réellement partir de zéro et voir où ça mène. J'ai la chance de travailler avec lui depuis l'époque de Trash, c'est l'ancien Trash en fait. Et, et là, en gros, il bosse sur une sorte de collectif. Et même si rien n'est fait, si tu veux, je m'investis là-dedans pour justement voir si je peux créer mon job de rêve avec lui, si tu veux. Je comprends. Ouais. Du coup, c'est ça qui est peut-être plus atypique dans mon profil, c'est qu'actuellement, c'est là-dessus que je me concentre. Mais du coup, ça serait quoi en fait? Ça serait de vivre, si tu veux, de ta chaîne YouTube avec les régies publicitaires ou te servir de ta chaîne YouTube pour trouver des clients? Alors, non, aucun des deux. Mon but réel, tu vois, c'est d'avoir un métier qui me plaît. Mhm. Et c'est un métier qui, du coup, le métier de youtubeur sur une chaîne où il y a déjà du monde, c'est pas un métier excessivement chronophage, donc je pourrais avoir tous les projets que je veux à côté, comme par exemple lancer ma chaîne une fois que j'aurai assez de visibilité, une communauté, etc. Le but, c'est vraiment d'avoir un métier qui me permet de vivre et de faire des choses qui me plaisent, parce que du coup, j'aurais pas l'impression de travailler. Mais à terme, effectivement, si je pouvais lancer ma chaîne, avoir ma propre communauté qui me permettrait de lancer des bouquins et de pouvoir avoir des gens qui achètent, etc. Enfin, ça, c'est un peu plus de l'ordre du fantasme, enfin, peut-être l'objectif long terme, mais là, mon objectif vraiment court terme, c'est de réussir à apporter ma pierre à l'édifice pour pouvoir en vivre. Et pour répondre à l'autre partie de ta question, c'est pas réellement des revenus publicitaires dans le sens un pourcentage sur les vidéos YouTube qui font vivre ce genre de chaîne, même si ça aide. Ok. C'est plus les partenariats ou les opérations spéciales, enfin les OPSP, tu vois, les boîtes qui viennent te contacter pour que tu parles de leurs produits, etc. Je peux pas te dire de chiffres, mais Oui, donc plus du placement de produits en fait. ouais, c'est pas forcément le placement de produits, parce que il y a une petite notion malhonnête, tu vois. Mais tu vois, Non, non, genre mais une moyenne. c'est une façon de se rémunérer. Tu vois, c'est un peu comme lui, c'est-à-dire c'est une chaîne qui parle de jeux vidéo principalement, même si là ça va se diversifier. Et genre tu vas parler de jeux vidéo et tu vas dire bah du coup on a été contacté par telle société, du coup bah on vous en parle vite fait, et puis voilà, tu vois. Ou alors c'est sur un sujet particulier, t'as des fois des gens qui contactent pour faire des vidéos sur le sujet, et quand c'est pertinent, bah on le fait en précisant que c'est quelque chose de sponsorisé. Et globalement c'est plutôt ça. Ça, je comprends bien et c'est vrai que c'est un modèle qui fonctionne bien. Mais en revanche, c'est quand même un modèle qui fonctionne sur des chaînes qui sont quand même assez consistantes. Et c'est pas forcément le plus simple en fait, contrairement à ce qu'on Ouais, peut c'est croire. ça, mais c'est pour ça que je te dis pas que je mise sur la chaîne que je vais créer. Actuellement, je me considère plus comme, enfin, je suis un prestataire de cette chaîne, avec la Mhm. possibilité d'une embauche si jamais mes prestations me permettent de générer suffisamment de thunes. Et actuellement, si tu veux, on est en train de développer tout un tas de projets avec des chaînes annexes, avec donc cette idée d'achat-revente de cartes dont je t'ai parlé. Donc là, c'est sur quoi je me concentre parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Je t'en ai déjà parlé en plus, Mhm. mais voilà. Et du coup, effectivement, en retombée, ça peut faire que du coup, un peu comme ça avait fait avec Trash, c'est-à-dire qu'à force, tu deviens une présence, pas publique, mais une présence dans ce domaine-là de YouTube, tu te fais ta petite communauté.
Genre là, j'ai 2000 abonnés sur Twitter, alors que je suis un no-name, tu vois. Je fais pas de vidéos, j'apparais pas, ou très rarement. Donc, imagine si j'apparais de temps en temps, ou si je crée ma chaîne, ou si je fais mes trucs, je pourrais peut-être potentiellement monter. Et, euh, et donc, tu t'en doutes bien, quand tu entreprends quelque chose et que tu as une communauté derrière toi, Bah, t'as plein d'opportunités. c'est ça. Tu peux vendre des choses, tu peux faire du placement de produits, compter sur la pub, tu as plein de moyens de te rémunérer. Ouais. Donc, Mais bon, encore une fois, tu vois, ça, c'est pas l'objectif principal. Ça, c'est une retombée positive que j'ai en tête en me disant, ça pourrait m'ouvrir des portes. L'idée principale, c'est vraiment de faire un taf qui me plaît, parce que c'est de ça dont j'ai besoin. Basiquement, c'est un de mes besoins primaires, c'est d'avoir un travail qui permet de vivre et qui me rende heureux dans mon travail. Et après, si je peux être ambitieux et gravir la pyramide de Maslow, tu vois, comme tu as dit si bien, bah, j'aimerais, tu vois. C'est l'objectif à moyen terme ou à long terme, ou alors c'est un objectif que je veux pas avouer parce que je suis modeste et que je préfère avoir des pincettes, tu vois, prendre des pincettes sur la réussite. bah, c'est un mal nécessaire de gagner de l'argent parce que l'argent, c'est ce qui te permet de continuer à le faire. C'est ça, mais je voudrais gagner de l'argent. Je peux gagner de l'argent, j'ai un master. Je peux trouver un taf et gagner de l'argent. Bien sûr. Mais là, mon objectif actuel, c'est de gagner de l'argent dans un taf qui me plaise. Dans un taf que je pourrais potentiellement faire toute ma vie. C'est pour ça que je travaille avec mes potes parce qu'actuellement, c'est le rêve. Actuellement, je ne génère pas assez, si tu veux. Actuellement, je génère, enfin, j'arrive à vivre parce que Pôle emploi, tu sais, ils ont un système de création d'entreprise, en gros. Oui, je Quand connais tu bien. Ouais. crées ton entreprise, je dis ça peut-être pour ceux qui écouteront, qui connaissent pas, Mhm. mais quand tu crées ton entreprise et que tu es sous Pôle emploi, en gros, Pôle emploi, il va te donner des compléments de revenus. Si jamais tu n'as pas généré ton SMIC durant le mois où tu as travaillé, là, eh ben, Pôle emploi va te donner l'argent qui manque pour atteindre le SMIC. Alors, entre nous, le SMIC à Bordeaux, c'est à peine assez pour vivre, hein. Tu payes à peine ton loyer. Ici, les loyers, c'est trucs genre 600 euros pour du 20 mètres carrés. Et du coup, voilà, l'idée, ce serait que je voudrais au moins pouvoir m'investir dans ce projet avec les copains. Et pour ça, il me faut que j'ai des revenus. Et donc, il faut à tout prix que il faudrait que je me concentre aussi sur tous les projets dont tu parles, toutes les sources de revenus annexes. Ouais, complètement. Et donc on revient là-dessus, encore une fois, dans le concret, comment faire pour avancer dans tout ça. Je pense que ma situation m'a fait le tour, hein. Alors non, moi j'avais juste un dernier truc que je voulais dire par rapport à ta situation. Donc les e-books, on les a vus, YouTube, on l'a vu, on sait que c'est un projet qui t'intéresse. Et troisième truc dont je t'avais déjà parlé, mais je vais en reparler quand même, c'était par rapport à ton site de 100 000 Ah visiteurs. oui, Tu as un site qui est... t'as quand même la chance d'avoir un site qui est extrêmement visité. Avoir un site de 100 000 pour commencer, je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde. Et tu as plein de moyens de le monétiser. Clairement, tu peux vendre des produits dérivés sur le thème que tu fais et tout. Mais moi, je pense que le plus rentable pour toi à court terme, c'est de faire en fait pas de l'affiliation, vendre de liens. de la Vendre vente de... d'articles. Ouais, de liens, c'est Ouais, ça, du backlink. En fait. tu m'en En avais gros, pour ceux parlé. qui connaissent pas, en fait, dans le référencement naturel, plus on a de liens qui sont de notre site sur d'autres sites, et plus notre site, on va dire, a une note qui augmente et donc est mieux référencé. Alors, j'ai dit 100 000, on en est à 230 000 ce mois-ci. C'est énorme. C'est énorme. Donc, tu es assis sur une mine d'or, pour te le dire. Hein. Alors, évidemment, c'était moins sexy que les autres choses dont on a parlé juste avant, parce que c'est peut-être un peu moins passion. Mais dans tous les cas, il y a pas mal de gens qui sont prêts à payer. Et en plus de ça, t'écrire l'article à ta place. Donc, tu n'as plus qu'à le relire, à voir si ça correspond à ta charte éditoriale et à le publier. Et dans tous les cas, tu peux te faire des petits billets entre 150 et 300 euros l'article. Donc, il suffit que tu en fasses 4 par mois et tu génères un SMIC. Donc, tu es capable de vivre, de survivre. SMIC, on survit plus que SMIC, mais tu es capable de survivre pour justement travailler tes autres projets et gagner du temps finalement, parce que c'est le temps en fait qu'il nous faut pour générer ces projets. Donc ça me paraît être une solution que tu peux appliquer très rapidement. Ça va te demander légèrement de prospection et de t'inscrire sur 2-3 communautés qui traitent de ce genre de choses. Mais j'ai un ami qui le fait, je t'en avais parlé aussi, il a un site sur le bricolage qui fait largement moins que toi en termes de trafic, et il se fait à peu près entre 1000 et 2000 euros par mois de manière passive grâce à ses articles. Juste le petit bémol, le truc qu'il faut faire très attention, c'est qu'en général,
tu fais que des articles comme ça, tu vas finir par te faire pénaliser par Google. Donc, en général, le bon ratio, c'est 5 articles normaux, sans lien, pour un article comme ça et pas plus. Parce que sinon, tu risques justement de tomber un peu dans le côté site de mauvaise qualité qui fait que du bâtiment. Oui, alors je t'ai essayé de dire tout ça parce que du coup, les gens qui connaissent pas, ben, c'est très intéressant. Mais du coup, moi, enfin, tu sais très bien ce que j'en pense. Je suis déjà convaincu par le projet et j'en ai parlé à les gens avec qui je travaille sur ce site. Mais donc ça, c'est un truc que je vais faire à terme, ça c'est sûr. Je le fais pas maintenant parce que comme je te l'ai dit, la fin du confinement, je me suis remis à bosser du coup avec mes amis de YouTube et c'est vraiment le projet prioritaire. Et actuellement, j'ai pas eu le temps de m'occuper de cette histoire de backlink. Par contre, il y a juste un petit détail que tu oublies dans cette histoire, c'est que du coup, c'est un site où j'ai recruté une équipe de bénévoles qui écrivent pour moi. Donc là, actuellement, ça fait quelques temps que je m'en occupe même plus, si tu veux. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai formé des gens, ça m'a pris tout le confinement H24, j'étais sur leur dos en train de leur dire quoi faire et ne pas faire, et pas quoi faire, et ne pas faire plutôt. Et du coup, ce qui fait que là, si tu regardes actuellement, il y a plein d'articles, plein de trucs qui sont faits. Et ils forment même de nouvelles personnes maintenant sans que je fasse rien. Actuellement, on a plusieurs recrutements en cours et je ne fais rien, je fais que valider quand ils m'envoient les articles test, je dis si ça me plaît ou non, et après, eux, ils s'occupent de tout, du reste, tu vois. Donc j'ai créé une bonne dynamique. Mais le problème avec le contre-coup de cette bonne dynamique, tu vois, c'est que c'est un bateau, c'est l'équipage de Luffy. J'ai jamais vu cet animé, mais tout le monde me dit ça, donc je pense qu'on peut dire que c'est équivalent. C'est d'un One Piece. C'est des copains, et je peux juste pas générer le business de backlink et choper les 300 balles. Et encore, je pense pas que je puisse choper 300 balles par mois, mais on a pris ça comme valeur étalon. Choper ces 300 balles pour moi, c'est pas possible si tu veux. C'est-à-dire que actuellement, c'est même plus moi qui fais vivre le site. C'est moi qui gère, qui manage, qui arrête les décisions, qui lance des trucs, mais actuellement, c'est eux qui font vivre le site. Et du coup, si jamais il y a 300 balles qui tombent par mois, ce sera à diviser parmi tous les rédacteurs qui sont actifs. Et actuellement, il y en a beaucoup, parce que j'ai bien fait mon travail de motivation. Ok, je comprends. Je comprends. Donc, le site, c'est pas forcément un truc que tu pourrais développer. C'est ça. Alors, l'idée du backlinks, c'est une idée qui me plaît et je vais le faire. Et je pense que ce que je ferai, c'est que genre, quand tu fais un article backlinks, tu touches un pourcentage et peut-être le reste, on mettra dans une cagnotte du site, peut-être pour lancer du merchandising, parce qu'on a une illustratrice avec nous qui travaille pour nous aussi. Du coup, on peut faire du merch, on peut faire des mugs, des trucs, des machins. Est-ce que les gens achèteront? Je sais pas, mais au moins ce serait là, tu vois, et puis on lui payerait un pourcentage de ce qui a été fait. Bah, disons que sur 200 000 personnes, si tu en as même 1% qui est intéressé par tes produits, c'est déjà beau, tu vois. Et oui, bah, de toute manière, c'est de l'argent en plus, tu vois, on va pas cracher dessus. Bien sûr. Mais, et tu vois, et ça se rajoute à la pile de projets potentiels pour faire de la thune. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis en surtension en permanence, j'ai toujours 1000 choses à faire, je ne peux pas m'ennuyer dans ma vie parce que j'ai une liste de to-do things énorme. En tout cas, peut-être pour quelqu'un de mon âge, je pense que je n'ai rarement vu des gens avec autant de choses à faire. Et enfin, ça me semble impossible de faire ça, genre de trouver le temps pour faire ça. À chaque fois, je suis dans des projets urgents pour X choses. Et, et du coup, je retombe encore sur la question que j'avais mis 3 ou 4 fois, c'est par où commencer? Comment faire pour rentabiliser, enfin que faire pour amener des revenus passifs, Mmh. comme tu le dis si bien. Alors, en fait, là est peut-être le frein. J'allais te poser la question juste après. Quel est le frein du coup qui t'empêche de lancer aujourd'hui? Et tu viens peut-être de me répondre, peut-être que tu voudras compléter la réponse. Mais du coup, c'est le manque de temps. Mmh. Le manque Tout à de fait. temps. Et pourtant, je suis au Ok. chômage. Enfin, au chômage. Techniquement, je suis au chômage. Donc, Je vais dire un truc que tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, je le pense profondément depuis un certain temps. C'est que, en fait, on a toujours le temps, selon moi. Et que le temps, c'est des choix qu'on fait. Et peut-être que la vraie raison, c'est pas le temps, mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est pas forcément d'y passer, comme je disais, 6 heures par jour sur le projet, machin.
t'es au chômage, mais t'as une vie, t'as des choses à faire, t'as des. Je Mais suis après, au chômage, pour moi, c'est. j'ai des horaires, genre à 10h30, je suis au bureau avec les copains, et on bosse jusqu'à 18h, et après je repars, j'ai 1 heure de transport. Enfin, et même pour te répondre d'un point de vue plus. Même durant le confinement, si tu veux, je n'avais pas de temps. Si tu veux, je me levais le matin à 8h, je faisais ma liste de projets, je faisais mes trucs et mes machins. Je n'ai pas de temps et j'ai un problème médical qui fait que j'ai besoin de dormir au moins 8 heures par nuit parce que sinon j'ai des douleurs aux yeux assez puissantes. Je suis vraiment et tout, je dois avoir j'ai même pas fini tout ça, le confinement est un peu niqué. Mais je peux pas dire: «Allez vas-y, je dors pas ou je dors très peu parce que j'avance sur mes projets», si tu veux. Je peux pas et puis indépendamment de ça, bon, j'aimerais bien effectivement, tu l'as dit, avoir une vie sociale, de temps en temps, me reposer. Je lis plus, j'aimerais bien pouvoir le temps de lire, de jouer à des jeux. C'est Après, t'es une personne, j'ai l'impression, qui est quand même passionnée, t'es créatif, t'es dans plein de trucs à la fois parce que ça stimule en fait. je sais pas m'ennuyer. Oui, voilà. Mais du coup, c'est peut-être ça aussi une partie du problème, tu vois. C'est que du coup, tu veux toujours remplir ton emploi du temps parce que peut-être que tu remplis comme ça, tu vois, dans ton élément, finalement, comme dans l'autre, tu es stimulé, il se passe des choses, tu vas voir tes potes, machin. Je comprends tout à fait. Mais si tu veux réussir dans un projet en particulier, il faut peut-être que tu réduises les parts de tes autres activités. Par exemple, au lieu de travailler de 10h à 18h, tu fais de 10h à 16h, par exemple, tu vois. Ou de midi à 18h. Genre je suis passé par ce raisonnement, donc je t'accorde le raisonnement. Mais, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est-à-dire que le projet, qui actuellement est le plus sûr, donc le projet YouTube avec les copains qui ont déjà une entreprise et qui à la base, avant le confinement, ça parlait de, mmh, d'engager un CDI et cetera, si tu veux. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de se mettre à temps plein sur ce projet. C'est réellement ce que je fais actuellement, c'est pour ça que j'ai pas trop le temps, c'est que j'ai dépriorisé le reste. J'ai une to-do Bien sûr. list sur mon temps libre. Là, je suis dessus d'ailleurs, j'ai ma liste de choses à faire sur mon temps libre. Mais le projet, prioritaire comme tu dis, donc c'est exactement ce que tu dis, hein. Sauf que c'est ce projet donc, de d'entreprise liée à YouTube que j'ai avec les copains. Et c'est pour ça que je me suis même, que j'ai dit: «Je rempile pas sur», que la banque m'avait proposé une prolongation de contrat, bien payé et cetera, les avantages, les trucs, les machins, des RTT, à ne plus savoir quoi en faire. Donc vraiment une bonne idée, tu vois? Mais j'ai dit: «Non» parce que je voudrais faire ce que tu dis, j'en ai marre, j'ai trop de projets, du coup je peux pas me concentrer pour faire avancer les projets «mes meilleurs projets» entre guillemets. Hem Et du coup, je me concentre sur ce projet, YouTube. Mais du coup, voilà, on est d'accord, tu as priorisé ça parce que tu y vois peut-être un intérêt financier Oui, derrière. Enfin, financier voilà. et humain. Dans ce cas, tu es aligné avec tes choix parce qu'au final, c'est juste ton choix. C'est aujourd'hui, tu as choisi de mettre ce truc en prioritaire dans ta vie parce qu'aujourd'hui, tu veux te concentrer sur ce projet. Mais il est évident que tu pourras difficilement te concentrer sur plein de projets à la fois. Après, peut-être que tu pourras trouver peut-être un peu de temps pour, je sais pas, écrire des bouquins ou, euh, ou lancer quelque chose à côté de ce dont on a parlé juste avant. Mais il est clair que malheureusement, le temps, il est pas extensible à l'infini et de base, tu es obligé de faire des choix conscients de là, je vais faire ça, là, je vais faire ça. Pour donner un exemple très précis, j'ai euh, j'ai déjà refusé des sorties alors que j'avais envie de les faire parce que au bout d'un moment, je me disais ce qui est le plus important pour moi, c'est le travail, tu vois. Et par Mmh. exemple, autre chose que j'ai fait aussi, c'est que la fois, un pote m'a invité à une piscine, c'est un samedi après-midi, donc je me dis, voilà, c'est cool et tout. Je rentre chez moi à 19h, à 19h, qu'est-ce que je fais? Premier truc, je me mets devant ma caméra et je me filme. Parce que il était hors de question, si tu veux, que je loupe une vidéo sous prétexte que j'avais autre chose à faire à la place. Oui, J'ai essayé voilà, de mettre les deux dedans, j'ai mangé à 21h30, c'est pas grave, mais je l'ai fait parce que, tu vois, c'était j'avais envie de le faire, tu vois, c'était vraiment important pour moi. Et je pense qu'il faut vraiment que tu arrives, alors je ne suis pas dans ton emploi du temps et je ne sais pas exactement tes marges de manœuvre, mais tu essayes au maximum, si tu veux, de condenser le temps pour faire une action par jour, juste une, qui va te permettre d'avancer. Pas forcément, mais ça, c'est ce que je fais, mon gars. Et d'ailleurs, même cette histoire de refuser des trucs, des machins, c'est un mood que je connais depuis très longtemps parce que les copains qui sont youtubeurs,
pendant longtemps, ils étaient entrepreneurs tout seuls dans leur chambre et c'était leur travail, tu vois, leur seule source de revenus. Et combien de soirées on n'a pas fait où ils n'ont pas été là parce qu'ils devaient finir cette vidéo. Cette situation Bien dont sûr, tu me parles, je l'ai vu je la faire connais. des centaines de fois. C'est complètement dans mon mood. Je sais que ça se fait. Mais c'est juste pour répondre à ce que tu avais dit sur le temps qui est extensible, etc. Non, non, j'ai déjà extendu mon temps. Déjà, il n'y a pas longtemps, j'ai désinstallé toutes les applications un peu chronophages de mon téléphone, tous les jeux en ligne que tu fais dans le métro, etc. J'ai tout désinstallé. Même si il m'arrive encore de perdre du temps parce que flemme quand tu te réveilles, parce que X chose, ton cerveau peut pas être concentré toute la journée, c'est impossible. Bien sûr. Mais je travaille à fond à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour moi, même si on peut toujours faire mieux, l'objectif, c'est pas de trouver un moyen de mieux rentabiliser mon temps actuellement parce que j'ai déjà beaucoup réfléchi. L'idée, c'est plus de trouver comment. Enfin, l'idée, c'est que, tu vois, donc je t'ai dit, j'ai ma to-do list, je sais, j'ai des choses à faire. Quand j'ai le temps libre, je le fais. Hier, moi, le lundi, je travaille pas, c'est mon dimanche à moi, en fait. Je travaille le samedi, du coup, c'est dimanche, lundi. Du coup, hier, par exemple, j'avais des choses sur ma to-do list. J'en ai fait deux. Tu vois, j'ai fait deux choses en passant ma journée dessus. Un peu comme tu as dit. Et comme ça, c'est fait, et je passe à d'autres choses. Et le truc, c'est que j'aimerais bien que toutes les idées, très bonnes idées dont tu parles dans tes vidéos et qui m'inspirent et qui me parlent, j'aimerais bien pouvoir les rajouter à ma to-do list short time, tu vois, enfin, les choses que je fais en premier temps. Le problème, c'est que elles sont pas encore assez claires pour moi. Le business plan est pas assez clair. La manière de réaliser ces actions n'est pas assez claire pour que je puisse me dire, allez, demain, je fais ça. Demain, je me lance sur tel projet. Ou demain, je Alors, commence telle habitude qui est d'écrire, par exemple, une page par jour pour écrire un bouquin, tu vois. J'ai des bêtises, mais enfin, des exemples. Voilà, du coup, c'est ça. Ce que tu me dis, je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu dis. Je te dis juste que moi, j'en suis plus là, je suis à l'étape d'après. d'accord. Donc vraiment une problématique avec le temps et aussi une problématique dans le fait que c'est pas forcément clair pour toi. Mais encore une fois, ça c'est normal dans le sens où dans mes vidéos, je peux pas détailler tous les moyens, si tu veux, d'avancer sur les projets, tout simplement parce que je suis quand même limité par le temps et par les sujets. Mais évidemment, si demain tu me disais, OK, comment faire un livre de A à Z, ça prendrait beaucoup plus que quelques vidéos pour t'expliquer toutes les étapes et compagnie. Après, évidemment, ça va venir. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Là, voilà, l'idée, c'est juste un petit peu de débroussailler le truc et de voir où t'en étais et de te donner quelques conseils par rapport à ça. Mais oui, effectivement, toi, je note bien que tu as une problématique au temps et aussi au projet que tu gères actuellement, parce que là, tu es sur un projet qui prend beaucoup de temps. Donc, tu n'as pas forcément le loisir de pouvoir derrière. C'est comme si tu parlais à quelqu'un un intervieweur, qui est salarié, mais qui veut lancer des projets à côté. Bah, ça, encore une fois, c'est possible. Enfin, moi, personnellement, j'en suis l'exemple. Quand j'étais encore salarié il y a quelques années de ça, je rentrais chez moi le soir. Il était 18h30 parce que je m'étais tapé en plus les bouchons. Je rentrais Mmh. chez moi jusqu'à 20h30, j'étais en train de travailler. Mais encore une fois, je faisais pas un truc de dingue, tu vois. J'étais pas en train de refaire mon logo machin. Je faisais juste le minimum, tu vois, dans le sens où vraiment, je me concentrais sur the action, tu vois. Genre vraiment la seule action qui va m'aider. Par exemple, si c'était écrire un bouquin, bon, ben, je me fixe un objectif, écrire de 500 à 1000 mots. Bam, c'est fait, je suis éteint mon ordi, ciao, à demain. Je sais pas comprendre plus, tu vois. Et c'est comme ça que j'arrivais à pouvoir le soir un petit peu profiter. Évidemment, c'est difficile, hein. Il y avait des sacrifices que je devais faire. Euh, je, je voyais moins ma copine, je sortais moins avec mes amis, mais l'action. Le site que j'ai géré et tout, le travail avec des copains sur YouTube, enfin, c'est pas depuis que j'ai renoncé mon contrat que je fais ça. Mhm. J'ai toujours fait ça. Je rentre chez moi. C'était très rare les périodes où je rentrais chez moi pour jouer aux jeux vidéo, tu vois. Voir je fais ça une fois par semaine parce qu'il le fallait le vendredi soir quand on peut plus. Mais, mais non, je rentrais toujours pour avoir des projets. Donc ça y est, pas de souci. Là, je suis vraiment plus dans le questionnement pratique sur les points que tu as soulevés dans tes vidéos. D'accord. Bah, écoute, ça sera l'objet de futurs contenus. Euh, Là, dans cet entretien, on va pas pouvoir faire beaucoup plus. Mais voilà, en tout cas,
J'espère que j'ai pu répondre à certaines de tes questions et t'apporter un petit peu d'éclairage, même si je comprends bien que les idées que je t'ai données sont pas forcément hyper claires parce que chaque idée mériterait 4 heures de vidéo pour se dire. Et voilà, en tout cas, moi, c'était les 3 trucs que je voyais pour toi. Je pense que les trucs sur lesquels, effectivement, tu pourrais peut-être voir pour t'améliorer, ça serait tout ce qui est gestion du temps et priorisation, en ayant bien conscience que du coup, tu as pas mal de projets qui te prennent beaucoup de temps. Mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ok, Très donc bien. merci Adrien. Avec grand plaisir. On n'avait dit pas de Merci. non, pas. Merci d'avoir participé du coup à cette session de consulting gratuite des 3 libertés. Si vous regardez cette vidéo et que vous voulez vous aussi vous faire coacher, ben, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre les emails privés. J'offre plusieurs fois des coachings gratuits. Donc tout est dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. En ce moment, c'est 1 par jour. Donc, il y a du contenu qui va arriver en masse et du contenu de qualité. Voilà.